Real France répond à vos questions. On vous a demandé à travers nos réseaux, YouTube et Facebook notamment, de nous poser vos questions en cette petite trêve internationale. C'est le bon moment pour sortir une vidéo FAQ, puisque en plus ça fait très longtemps avec Rota qu'on en parle, n'est-ce pas? Ouais, c'est toujours bien de voilà de répondre à vos questions, d'avoir vos recommandations, vos avis, enfin vos interrogations tout simplement et de pouvoir y répondre de la manière la plus honnête possible. Donc voilà, c'est très hypant, je trouve. Ouais, même si bon, de manière générale, même sur les lives, généralement on prend toujours un peu de temps pour répondre à des questions, mais en tout cas on fera quand même ce, ce type de vidéo, ce format de vidéo un peu plus régulièrement, puisqu'on a toujours des questions en tout genre et c'est intéressant. Bon, allez, on va commencer tout de suite avec une question de Tchèque qui nous demande est-ce que vous voyez Rodri en 2025 au Real Madrid? Ouais, personnellement, moi en tout cas, j'y crois. Je trouve que c'est le profil qui pourrait le plus se rapprocher de celui de Tony Kroos, c'est-à-dire un joueur avec un énorme volume de jeu, capable de réguler, de temporiser, d'alterner entre jeu court, jeu long, d'être très intelligent dans son placement et dans son lien entre la ligne défensive et la ligne offensive. Donc moi, c'est vraiment un transfert qui me plairait. Je pense que c'est possible dans le sens où je suis certain que Rodri a envie de revenir en Espagne et notamment à Madrid, là où il est né, là où il a grandi en tous les cas, même si c'est un joueur qui est passé par l'Atlético Madrid. Je pense que c'est un deal qui pourrait se faire. Il a jamais nié les rumeurs quand Carvajal ou Morata le titillaient, notamment lors de la célébration de l'Espagne à l'Euro. Donc pourquoi pas? Je pense que c'est un profil qui pourrait vraiment correspondre au Real. Moi, j'y crois. Je pense que le Real fera un effort sur un milieu de terrain dans tous les cas l'an prochain. On parle beaucoup, surtout de Florian Wirtz et de Rodri qui serait rentré dans la danse. J'avoue que l'Espagnol me plairait particulièrement. Hmm. Ça me plairait aussi, hein, mais je suis un peu plus sceptique. Ce qui me fait dire non, surtout, c'est le prix et l'âge du joueur. Alors, il aura que 29 ans l'année prochaine, ce qui est pas du tout vieux. Maintenant, par rapport à la politique du Real Madrid de recrutement là sur ces dernières années, il y a eu aussi le gros flop quand même avec Eden Hazard qu'on a recruté plus ou moins à cet âge similaire. C'est un peu ce qui me fait dire ça va être compliqué. Après, ça va dépendre surtout de ce que Manchester City réclame très clairement. Si on parle de 70-80 millions d'euros à poser sur la table, je pense que le Real n'aura pas peur de le faire. C'est sûr. Maintenant, si ça demande 120 millions d'euros, là, je pense que le Real Madrid n'ira pas sur une telle opération. Moi, je pense qu'on sera plus sur ces eaux-là, hein, vraiment sur du 70-80 millions d'euros. J'ai quand même envie de rappeler que Modric a été recruté sur le tard et que dernièrement, le Real a fait Rudiger, où ça a fonctionné à la bas. Ça a quand même plutôt bien fonctionné la première année. Rossellou. Donc le Real n'est pas tant contre ces joueurs âgés entre guillemets, mais c'est vrai, je te rejoins, c'est pas trop la politique du club habituellement, mais on l'a vu sur ces 3-4 dernières années, un élément de plus expérimenté qui peut apporter une plus-value. Ça se fait quand même, donc je pense que c'est loin d'être impossible. Ouais. Après, dans les trois cas que tu viens de citer, là-bas, Rudiger, c'est des joueurs Rosselló aussi, c'est des joueurs qui sont venus avec un risque financier, entre guillemets, très très Moindre, maigre. effectivement. Voilà, deux joueurs qui viennent libres, et puis Rosselló aussi qui est venu en prêt. Mais après, je suis d'accord, hein, si on parle de 70-80 millions d'euros à mettre sur la table, à mon avis, il faut les mettre, et je pense que le Real Madrid n'aura pas peur de les mettre dans ces conditions-là. Autre question de Freddy. Entre Raoul et Xabi Alonso, selon vous, qui est le favori pour le poste d'entraîneur au Real Madrid après Carlo Ancelotti? Clairement, Xabi Alonso, je pense que Raoul, c'est terminé dans le sens où Xabi Alonso déjà a de l'expérience. Il a l'expérience du haut niveau, ce qui n'est pas le cas de Raoul qui débute sa sixième année, si je dis pas de bêtises, au Castilla. Moi, vous le savez, c'est mon rêve absolu de voir Raoul coacher le Real Madrid. C'est mon idole absolu. Mais il faut aussi être réaliste. Le Castilla, c'est pas le haut niveau. C'est des joueurs qui partent chaque année. Là encore, cette année, je crois qu'il y a 14 départs. Enfin voilà, c'est pas du tout la même gestion. Tandis que Xabi Alonso, lui, a prouvé qu'au haut niveau, il savait faire les choses. Il a repris le Bayer Leverkusen relégable, il les emmène en Europe, il les emmène en finale, puis il leur fait gagner leur premier titre. Voilà, l'aura n'est pas le même, la tendance s'est inversée. Et puis Raoul, il aurait pu avoir l'occasion de remplacer Ancelotti lorsque ça se passait un peu moins bien. Le Real n'y a pas pensé.
Donc je pense que voilà, il a loupé le coche. Je pense que c'est temps pour lui d'aller dans un club de première division et puis de s'aguerrir un petit peu. Et peut-être dans l'avenir, il aura l'occasion de coacher le Real. Mais là, à l'heure actuelle, je pense qu'il est clairement plus le favori face à Xabi Alonso, voire peut-être même face à Arbeloa qui n'en a que les U19 aussi. Mais j'ai l'impression que les mauvaises saisons du Castilla lui font énormément défaut. Ouais, j'ai aussi l'impression que le train est passé. Parce qu'au début, je pensais aussi que, enfin, je pense que c'est ce à quoi aspirait aussi, aspire Raoul, toujours sans doute. C'est un parcours à la Zidane. Maintenant, je pense que Raoul, la seule possibilité pour qu'on l'ait sur le banc du Real Madrid de la court terme, c'est si ça se passe mal avec Carlo Ancelotti, qu'il faut le virer. Ce qui paraît quand même aussi très peu probable, même si ça se Ouais. passait mal, parce qu'il a aussi un crédit, un statut, comme on en a déjà parlé dans nos vidéos. Et encore, même là, c'est vrai que tu me parles de Arbeloa qui a lui aussi des bons résultats. Et m'étonne même que Raoul soit encore au Castilla. Je pense que, comme tu le disais, c'est le moment pour lui quand même d'aller voir ailleurs parce que de toute façon, le train est passé pour vraiment passer du Castilla à l'équipe première du Real. Donc oui, plutôt Xabi Alonso, je pense que c'est très clairement la cible identifiée pour l'après Ancelotti à Madrid dans 1 ou 2 ans à faire à suivre, ou peut-être plus. Autre question, ne pensez-vous pas qu'il faudrait tester Kylian Mbappé plus à gauche et Vinicius plus dans l'axe comme il a été capable de le faire l'an dernier? Question de Ludovic, pardon. Moi, je pense pas. Je pense que Vinicius c'est le meilleur à gauche, et donc c'est celui qui doit rester le plus à gauche. Même si je pense que Vinicius a aussi les capacités de jouer aussi dans l'axe, il l'a montré la saison passée d'ailleurs, hein, avec une progression là aussi assez fulgurante sur sa capacité à jouer dans une position plus axiale, à faire des bons appels dans la profondeur, plein axe. Il a vraiment développé, je trouve, une capacité à jouer aussi à ce poste-là. Aujourd'hui, on n'a plus de doute sur le fait que Vinicius peut jouer partout sur le front de l'attaque, mais Vinicius, là où il est meilleur, ça reste sur le côté gauche. Mais même si on doit être complet sur la réponse, moi je dirais même que pour les deux, le mieux, ce sera quand ils joueront à deux dans le système de l'année dernière. Alors moi, si on reste sur un 4-3-3, non, je mets pas Vinicius dans l'axe pour mettre Mbappé à gauche. Si on est à deux, on l'a vu l'an passé, Vinicius, sur les deux devant, qu'ils soient à gauche ou à droite, même si c'est deux postes assez réaxés, il sait s'adapter et c'est le meilleur. Je pense que c'est le meilleur des trois sur l'adaptation et sur sa polyvalence. J'en suis absolument persuadé. Hmm. Parce que je pense que les trois sont vraiment meilleurs à gauche, mais que Rodrigo, c'est une fois sur 15, c'est bon à droite et dans l'axe, que Mbappé, bah, c'est bon qu'à gauche pratiquement, et Vinicius, lui, c'est celui qui prouve le plus, en tous les cas, là, on l'an passé, qui a le plus prouvé. Donc si on est à deux, oui, pourquoi pas mettre Vinicius plus à droite pour avoir un meilleur rendement de Kylian Mbappé, parce que lui, je sais qu'il serait bon, entre guillemets, à droite. Maintenant, ça changera tout, le système à deux, que l'un soit à droite ou à gauche, je pense que ce serait plus ou moins similaire. Maintenant, si on parle d'un système à 3, non, oui, je vois pas trop l'intérêt de changer. On peut faire des tests, on peut tester, mais ça aurait été bien de le faire en pré-saison. Là, la saison a déjà débuté. Je suis pas certain que ce soit super viable. Bon, de toute façon, il y aura toujours naturellement des permutations. On l'a vu sur le dernier match, on l'avait noté, hein, c'était mieux d'un point de vue organisation. Ils se sont pas du tout marché dessus. Par moment, on avait quand même clairement plus identifié Vinicius sur le côté gauche, même Rodrigo plutôt sur le côté droit, bien plus que sur les précédents matchs. Mbappé plus dans l'axe, mais on a vu quand même par séquence où Mbappé était à gauche et Vinicius allait dans l'axe. Donc des permutations, il y en aura toujours. Maintenant, je pense que Vinicius, c'est celui qui doit quand même rester le plus à gauche parce que c'est le plus performant tout simplement de nos joueurs en l'état. Donc voilà. Autre question. Dans un monde où les statuts n'existent pas, quel est votre 11 idéal de Hits Quinto? Alors, soyons fous, partons du principe même que il n'y a pas de statut et que tous les joueurs sont à 100%, en incluant les blessés. C'est quoi le 11 que tu me donnes pour une finale de Ligue des Champions là? À tout de suite. Demain. Bah, c'est assez simple, hein, je pense. Je vais faire du classique, hein, on me connaît un peu maintenant. Courtois, Carvajal, Rudiger, Militao, on a bien dit 100%, hein, donc Mhm. Rudiger, Militao, Ferland Mendy, Camavinga, Fede Valverde, euh, Bellingham, Arda Güler, Mbappé et Vinicius. Attends, tu sors qui Donc là? en gros, je joue avec Camavinga en sentinelle, Ok. Arda Güler
et Fede Valverde en relayeur un peu plus haut. Bellingham derrière les deux attaquants que sont Mbappé et Vinicius. Ça, c'est Ok, mon 11 idéal avec tout le monde à 100%. ok. Moi, j'ai aussi une surprise en défense. David Alaba. Si vraiment si on part vraiment du principe qu'il a 100% à son top niveau, moi je mets Alaba et je sors 100%, tu mets Alaba devant Militao? ouais, Les deux à 100%? oui. Vraiment? Ok. Parce que plus complémentaire, je pense, avec Rudiger. Je pense que la doublette est plus complémentaire. Je pense même que Militao Alaba c'est plus complémentaire que Rudiger Militao. Je pense que Rudiger Militao c'est la paire peut-être la moins complémentaire. Parce que je pense que David Alaba ferait Je sais pas. Je un pense grand. que, ouais, je sais pas. En fait, pour moi, Rudiger avec les deux, ça n'a jamais été complémentaire finalement. Donc, et on n'a pas eu le temps de trop les voir non plus. Mais Ouais, mais moi ouais, je sais pas, j'ai des doutes. je pense que la relance, la qualité de relance de David Alaba pourrait faire vraiment grand bien et pallier un petit peu, en tout cas sur la première relance, au départ de Tony Cross. Donc moi, Alaba, mais vraiment s'il est à 100% et qu'il défend mieux que ce qu'il défendait ces 2 dernières années. Même si ça reste un profil qui sera défensivement moins bon que Rudiger ou Militao, mais dans une doublette, dans une idée de complémentarité, je pense que je miserais sur David Alaba. Et après, ce sera du classique. Ouais. Après, Arda, je le mettrai quand même pas dans mon 11. Je maintiendrai Bellingham. Je maintiendrai Tchouaméni quand même devant la défense avec Camavinga un petit peu plus haut et Fede Valverde. Mais, mais voilà. Bon, vous avez nos En 11. tout cas, Bah, tous les deux, on saute Rodrigo et Brahim, et ça peut faire parler un peu. ouais. Bah, après, ça fait. Bah, Brahim Diaz, c'est quand même pour l'instant un super sub clairement identifié. Et puis Rodrigo, c'est pareil. C'était un Rodrigo en cartouche sur la dernière demi-heure. Je suis désolé, mais c'est une folie. Mais c'est plus une question de système que d'homme en l'occurrence. Mais après, c'est pareil. Là, on part du principe qu'on a un Mbappé, le Mbappé d'il y a 3 ans, quoi. Pas celui qu'on voit ces dernières semaines. Bon. Bah, alors, c'est nous votre 11 idéal aussi, tiens. Curieux de voir les réponses. Tout le monde à 100%, pas de blessés. Finale de Ligue des Champions. Vous mettez quoi comme 11? Autre question, remarque de Didi qui me dit pourquoi vous aimez toujours critiquer Vinicius, même quand il fait quelque chose de bien. J'ai l'impression que vous n'êtes pas satisfait de tout ce qu'il apporte pour le club. J'espère que vous allez répondre à ma question. Je pense que je peux pas plus le sucer que ce que je l'ai sucé cette dernière année. Donc non, c'est une dinguerie de dire ça. En vrai, je peux comprendre quand on a un avis contraire à vous que ça vous heurte. Sauf que vous voyez jamais quand on a un avis compatissant. C'est-à-dire que les joueurs, nous, on les analyse, c'est notre avis sur un moment T. C'est-à-dire que si Vinicius fait un bon match, mais qu'il a été mauvais dans le comportement, on va dire qu'il a fait un bon match, mais qu'il entache ça avec son comportement. On parle des deux. Moi, je vais me répéter. Je suis supporter du Real Madrid et je vous assure que pour trouver des supporters du Real plus fidèles que moi depuis 35 ans, il faut se lever tôt, sans me vanter. Et je suis pas supporter de joueurs. J'en ai rien à foutre, moi, de qui est aligné tant que le Real gagne. Et je peux vous assurer que je m'en bats les reins. Vraiment. C'est-à-dire que quand je parle de Vinicius, quand je parle de Rodrigo, quand je parle d'Mbappé, j'ai aucun chouchou. Quand on me dit je suis pro Mbappé ou quoi que ce soit, je le vois beaucoup dans les commentaires. Je m'en bats les reins. Vraiment, Mbappé, je vais même dire son attitude, je suis pas un grand fan. Vinicius, je suis pas un grand fan de son attitude. Par contre, le talent de ces joueurs-là, évidemment que quand il faut le mettre en lumière, je le mets en lumière. Quand il faut le critiquer, je le critique. Moi, franchement, j'ai pas de préférence. Même les joueurs espagnols, je vois souvent des commentaires dire que je favorise les joueurs espagnols. Lucas Vasquez, il m'a jamais fait triquer. Dani Ceballos, c'est pas une réussite au Real. Non, quand ils sont bons, je le dis. Quand ils sont pas bons, je le dis aussi. Et je pense que c'est la même chose pour Vinicius. Moi, j'essaye vraiment, en tous les cas, d'être le plus honnête et le plus sincère possible peu importe les joueurs, parce que je le répète, je suis fan du Real Madrid et pas d'un joueur en particulier. Hmm, évidemment. Ouais, non, mais je trouve aussi pour le coup, la remarque très injuste parce que là, ne serait-ce que sur le début de saison, je pense très sincèrement que Vinicius, parmi les trois de devant et peut-être même parmi l'effectif, c'est, je pense, le joueur sur lequel on a le moins été critique, alors que voilà, ses performances sur le début de saison en Liga, j'exclus la Super Coupe, sont pas phénoménales. Voilà, donc il fait pas un bon match, bah on dit qu'il fait pas un bon match. Maintenant, je trouve qu'on n'est vraiment pas critique par rapport à Vinicius sur ce début de saison parce que on a dû aborder son cas de manière individuelle
2-3 minutes. Je crois qu'on l'a fait sur une preview, sur la preview du dernier match avant la trêve. Voilà, mais on a parlé de ses mauvaises performances, on a dit ce qu'il faut s'inquiéter, mais on a balayé ça tous les deux en 30 secondes en disant que, bah oui, voilà, mauvaise phase, enfin, mauvaise phase, voilà. Rendement un peu moins bon, mais il n'y a pas à s'inquiéter parce qu'on sait que sous peu, il va revenir, il va tout éclater. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. De toute façon, tous les joueurs, à un moment donné dans une saison, dans une carrière, vont avoir quelques matchs où ils vont passer à côté, quelques semaines peut-être, quelques mois peut-être. Parfois, ils passent même à côté d'une saison complète. Je pense que Vinicius, sur les 2 dernières années, je pense que la seule chose qu'on a un peu critiqué, c'est bah ouais, son attitude. Évidemment, j'exclus tout, tout phénomène, insulte, raciste, parce que là, on n'est personne pour juger Autre chose, ouais. de comment il peut, comment il doit réagir et comment lui doit interpréter ces choses-là. Là-dessus, évidemment, on exclut ce phénomène-là, mais voilà, ses attitudes par rapport à l'arbitrage, sa façon de toujours de trop râler, ça, bah oui, ça, on l'a critiqué, mais à part ça, je pense que sur le terrain, sur les performances, sur ces 2 dernières années, il n'y a pas grand-chose à redire. Et puis, bah, je pense on n'a pas redit grand-chose de ses performances. C'est juste que bah, voilà, quand il fait pas un très bon match, bah, on le souligne. Après, c'est notre analyse, notre interprétation. Et pour le Il coup, faut, elle est vraiment objective, quoi. Parce que, comme toi, je leur ai dit ce que tu as dit, nous, on n'est pas là pour favoriser tel ou tel joueur. On peut avoir des petites préférences, mais très sincèrement, quand je suis en train de faire une vidéo, je suis pas du tout en train de me dire, Tchouaméni, je le kiffe, tiens, je vais essayer d'être plus tendre avec lui, enfin, je vais essayer de le sauver un peu, ou Vinicius, ou Mbappé. Voilà, parce que bah, moi, comme je suis français, moi, forcément, je suis avec les Français et pas avec les autres. Enfin, voilà, honnêtement, quand on fait les vidéos, on essaie d'être le plus neutre et objectif possible, parce que tous les deux, bah voilà, on est pro Real Madrid et pas pro Mbappé ou pro Vinicius ou pro Rodrigo, quoi. il faut aussi dire que forcément, on va toujours être plus dur envers des immenses talents. On l'a déjà dit, c'est un peu comme les statuts. Vinicius, on va toujours en attendre énormément, donc on va être plus dur sur sa notation que sur un Lucas Vazquez qui nous a fait de bons centres et qu'on n'a pas vu depuis 2 mois. Il y a aussi ça, il y a aussi cette échelle-là qui fait que si Dani Ceballos, qui a fait 40 matchs de suite l'année dernière où il était claqué au sol, il rentre, il fait 2 bonnes rentrées, bah on va être un peu plus indulgent parce que bah on se dit ouais, il sort d'une mauvaise période, il joue pas souvent, donc il mérite son 7. Et un Vinicius qui bah, ne fait qu'une passe décisive alors qu'il a eu 4 duels, on va lui mettre un 6 alors que vous allez dire oui, il a fait une stat. Tout ça, c'est aussi de la sensibilité et nos notes, elles n'engagent que nous, évidemment. Elles sont toujours discutables. On sera jamais tous en accord. Ça, c'est certain. Mais nous, on essaye d'être le plus juste possible. Et je vous assure, comme l'a dit Tom, je fais pas de préférence. Vraiment, vraiment. Il y a des joueurs, comme il l'a dit, on préfère un petit peu, on a plus de sensibilité. Forcément, Vinicius, il nous fait lever de notre chaise. Euh, Rudiger, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Courtois, c'est un gardien qui est tellement régulier que, voilà, c'est une légende pour nous. Mais on va pas être plus tendre ou moins tendre par rapport à la sensibilité qu'on a. On essaye d'être le plus juste possible. Parfois, on vous semble pas l'être, mais je vous assure qu'on essaye de l'être au maximum. Ouais. Puis en l'occurrence, si on parle par exemple des notes qu'on fait après le match, enfin, même entre nous, souvent on n'est pas d'accord. Ouais. Parce qu'aussi, il y a le fait que bah, mon 6 sur 10, bah, c'est pas forcément ton 6 sur 10 ou le 6 sur 10 d'un autre parce que voilà, on n'a pas toujours forcément les mêmes critères. Puis c'est vrai que là, sur ce point-là, on n'est pas non plus on n'a pas non plus créé de barème sur Real France parce que c'est pas non plus facile à faire. Mais voilà, même le 6 de Real France, c'est pas du tout le 6 du journal L'équipe, par exemple, ou de Marca ou AS. Voilà. Parce qu'il compte, je pense, c'est surtout d'avoir plus ou moins le courant du match du joueur. Mais après, les notes, on sait très bien que ça fait et ça fera toujours parler. Autre question d'Ousmane. Est-ce si facile d'avoir une accréditation pardon, au Bernabéu? Alors normalement non, mais en l'occurrence, l'avantage avec le Real Madrid, après je sais pas trop comment ça se passe ailleurs, notamment dans les autres pays, mais c'est le club, son département en relations presse qui donne ou pas les accréditations. Donc c'est vraiment le Real Madrid et pas un tiers qui va juger si vous méritez ou pas d'être accrédité pour les matchs au Santiago Bernabéu. Je connais pas leurs critères de sélection évidemment. Mais il est évident il faut avoir un statut ou une image, en tout cas professionnelle à leurs yeux, pour être validé. Voilà, avoir un compte Twitter ou une page Facebook, par exemple, bah non, ça rentre pas dans cette case. Et c'est assez normal, je pense, parce que il faut apporter de la valeur et pas juste relayer, entre guillemets, le contenu d'autres médias.
Et puis en même temps, imaginez si le Real Madrid se mettait à accréditer tous les pages Facebook et tous les comptes Twitter qui ont un petit peu d'influence, ce serait le bordel. De toute façon, sur les gros matchs, en l'occurrence Ligue des Champions, tout ça, les gros matchs de manière générale du Real Madrid, t'as tous les médias du monde entier qui se déplacent. Donc, pour le coup, bon, nous, avec Real France, maintenant, on a notre place, mais c'est pareil, on a dû la gagner. Au début, on l'avait pas, quoi. La première saison, la deuxième saison, on l'avait pas. Après, aujourd'hui, on l'a gagné parce que, notamment, moi, je vis à Madrid et que, bah, je suis là tous les week-ends, donc ils savent que je suis un, un, un journaliste omniprésent. Mais sinon, voilà, non, c'est pas si facile et heureusement, j'ai envie de dire. Euh, Et je crois que notre première accréditation, c'était en 2017, Rota, c'était toi, non? C'est ça, 2017, ouais, ça fait 7 ans exactement. Ouais, C'était exactement. toi la C'était, première. que je dise pas de bêtises, 2017 ou 2016, je sais plus, mais c'est la présentation d'Asensio. On a une première accréditation entraînement qui se déroule à Montréal, enfin au Canada. Je me rappelle, Oui. c'était mon cousin. Il a posé une Et question à Varane, ensuite, même. on a, ouais, c'est ça. Et ensuite, on a la première accréditation pour le trophée Bernabéu, peut-être même le dernier du nom jusque là, pour la présentation d'Asensio. Euh, donc, enfin, avec Real Reims. Je me rappelle Enzo Zidane était rentré pour dire ça commence à faire un peu de temps. C'est vrai, je me souviens. Autre question dans le même style de Aurelio Guidi qui nous demande pour poser des questions en conférence de presse d'avant-match de Carlo Ancelotti, votre média a besoin d'atteindre un certain palier. Vu que j'ai l'impression que vous avez déjà accès à la salle de presse, alors oui, de toute façon, on a accès à la salle de presse, à tous les événements, tout simplement organisés par le Real Madrid, liés évidemment à l'activité football. Bien qu'on pourrait aussi l'étendre sur le basket, tout ça, mais c'est pas notre objectif pour l'instant. Un palier, est-ce qu'il faut atteindre un certain palier? Oui, non. Oui, quand même, parce que forcément, premièrement, ceux qui peuvent poser des questions, des questions, ce sont les grands médias, ce sont les plus habitués. Donc, forcément, tu as Marca, tu as AS, tu as TV1, la chaîne espagnole, C'est bien. t'as Real Madrid TV, pardon, ouais, Real Madrid TV. Enfin bref, t'as toujours une dizaine de médias, de gros médias espagnols qui sont là à toutes les conférences de presse. Et en plus, en général, c'est toujours les mêmes journalistes, donc bah, des personnes reconnaissables et qui ont forcément bah, le statut, entre guillemets, qui leur permet de poser des questions. Pour Air France, on peut aussi avoir posé des questions. Alors, à toutes les conférences de presse, non parce que ça dépend, je sais pas, ça dépend de l'événement, parce que des fois il y a 10 questions, des fois il y en a 15. Quand il y en a 10, bah forcément là c'est très compliqué. Quand il y en a 15, par contre, là il y a une ouverture, on peut poser des questions. Mais c'est vrai que dernièrement on n'a pas posé de questions. Parce que moi, ça fait 2 ans que je suis là. La première année, j'étais pas assez sûr avec mon espagnol. La deuxième année, j'étais pas très assidu, mais cette année, on posera sûrement plus de questions. Real France en conférence de presse, oui. Allez, autre question. Carlo Ancelotti a déclaré être toujours passionné par le football et qu'il ne s'arrêterait pas qu'il ne s'arrêterait, pardon, que lorsqu'il ne ressentirait plus cette passion. Est-ce que vous le voyez finir son contrat jusqu'en 2026 ou bien vous le voyez s'arrêter à la fin de cette saison, nous dit Ala Always Madrid. Bon, moi, je pense que Carlo Ancelotti ne s'arrêtera pas tant que le Real Madrid ne lui dira pas stop, en fait, hein. D'ailleurs, il a déjà exprimé ça, hein. Clairement, si ça va être dépendant des résultats. S'il fait une saison blanche, on peut estimer que ça peut être un arrêt pour lui. Et puis il y aura l'opportunité peut-être de recruter Xabi Alonso. Mais forcément, tout ça, ça va être la décision du Real Madrid. En plus, lui l'a réaffirmé. Le Real, ce sera son dernier club. Donc très honnêtement, je pense que voir à la fin arriver rapidement, il en a pas envie. Donc oui, lui, je pense que son objectif, c'est d'aller au bout de son contrat. Maintenant, comme on l'a dit, c'est le club qui décidera selon les performances. Donc ça, on peut pas le savoir à l'avance. Mm, mm. Ouais, moi je le vois bien. Je pense qu'il continuera s'il peut continuer, à moins d'une saison, bah, à moins d'une mauvaise saison, de toute façon, il continuera. Après, oui, après, il faut voir ce que signifie, pardon, mauvaise saison. Vu que je pense que Xabi Alonso aura quand même un bon de sortie pour l'été prochain. Donc à voir. Mais oui, je pense que le changement est possible l'année prochaine, mais il est loin d'être acté. Il faut attendre de voir le déroulé de la saison. Autre question, alors j'ai plus le nom. Vu la performance de Mbappé, du Mbappé en équipe nationale et en début de saison,
au Real Madrid, les Madrilènes doivent-ils douter de voir à Madrid le vrai Kylian, celui qu'ils désiraient tant posséder? Est-ce que tu, est-ce que tu comprends, est-ce que toi tu as des doutes, des inquiétudes par rapport à Mbappé et au fait qu'il va retrouver son meilleur niveau? Alors moi, je suis pas inquiet, mais je comprends très largement qu'on puisse avoir des doutes. Oui, je comprends parce que je regarde encore la trêve internationale et là où Kylian Mbappé faisait 15 courses à haute intensité dans un match, il n'en fait plus que deux de manière générale. Donc oui, il y a quelque chose qui a changé. Il ne peut plus autant miser sur sa vitesse qu'avant, c'est un fait aussi, donc il faut aussi se renouveler. C'est ce qui s'est passé pour Cristiano Ronaldo entre Manchester, le Real et puis ces dernières années au Real. Son jeu a dû changer, il a dû progresser dans d'autres aspects, dans d'autres domaines. Ça a été le cas de Karim Benzema également, qui avait beaucoup moins de vitesse qu'avant, mais qui fait sa meilleure saison et devient Ballon d'Or là où il n'est pas le meilleur physiquement, je pense. Mais il a travaillé dur pour rester dans une forme incroyable. Donc il faut se renouveler un petit peu, c'est ça aussi les grands joueurs. Je pense qu'il a plus tout à fait les mêmes capacités, mais je pense pas qu'il les ait énormément perdues non plus. Il n'a pas 32 ans, hein, Mbappé non plus, faut pas abuser. Il n'a pas perdu toute sa vitesse. C'est simplement différent. Il sort d'une saison où il a pas eu de prépa physique. Là, il revient après un Euro où sa prépa physique, bah, elle est très très courte. Je pense qu'elle est même encore en train d'être terminée. Il faut quand même être patient. Faut pas tirer la sonnette d'alarme. Mais je comprends qu'on puisse être inquiet et se dire bah, même s'il met des buts, c'est pas le Kylian qu'on a vu en 2017. Ça, c'est assez légitime de se poser la question, mais je reste convaincu qu'il s'imposera et que ce sera pas un flop à la Eden Hazard. Hmm. Je reste quand même plutôt optimiste, confiant, mais c'est vrai qu'il y a quand même une inquiétude qui est légitime, même des doutes qui sont plutôt légitimes, d'autant plus qu'il n'est pas forcément dans un contexte hyper favorable au Real dans le sens où bah, on lui demande de jouer en neuf parce que le côté gauche, il est occupé par un joueur qui est meilleur que lui ces derniers temps à ce poste-là. Moi, je pense vraiment, mais vraiment que ces 2 dernières années au PSG lui ont fait très très mal et que elles ont causé en grande partie, je pense, à régression, entre guillemets. Parce que je pense que ces 2 dernières années, notamment la dernière saison, parce qu'il y avait le conflit en plus avec la direction du PSG, euh, je pense qu'il y a eu un gros relâchement de sa part. Je pense il a pu travailler comme il aurait dû travailler et au lieu de progresser, bah, je pense qu'il a régressé et je pense qu'en plus, là, on lui demande de jouer, d'apprendre une nouvelle façon de jouer, entre guillemets, un nouveau poste en tant que numéro 9 où c'est très différent de quand il joue sur le couloir gauche. Plus le fait qu'il a perdu quelques aptitudes, enfin, quelques aptitudes. Physiquement, forcément, il est un peu moins bon qu'il était il y a 20 ans, surtout que bah, lui, ça fait partie de ces joueurs aussi qui ont éclaté très tôt, qui ont évolué au haut niveau très tôt, et donc forcément, même s'il a que 25 ans, il a quand même déjà 7 8 grosse saison derrière lui. Donc ouais, je trouve qu'il y a une inquiétude qui est légitime. Et ce que je crains, c'est qu'il ait besoin de plusieurs mois vraiment avant de peut-être retrouver un bon niveau. Donc affaire à suivre. Mais oui, je comprends les doutes et je pense on peut avoir une petite inquiétude même s'il faut rester optimiste. Parce que, parce que, parce qu'en plus, c'est vrai que, comme tu l'as dit, il a 25 ans. Enfin, il peut pas être fini à 25 ans. Je veux dire, c'est pas possible. Non, Pas c'est possible. trop tôt, beaucoup trop tôt. Euh, il aurait 28, 29 ans, 29 ans, là, je serais très inquiet. Mais là, je pense qu'il a encore quelques saisons dans les jambes sans problème. Kibolo qui demande, qui sera pour vous l'homme de la saison au Real Madrid? Tu vois, question intéressante. Tu vois C'est qui? pas évident. C'est pas évident du tout. Je suis pas pessimiste, mais je pense que ce sera Thibaut Courtois. Ah ouais? Parce que je pense que le chantier en défense, il est très trop important et que le Real va continuer à subir énormément. Et que si le Real remporte des titres, ce sera dû à un très grand Thibaut Courtois. Hmm. Ah, j'ai pas forcément vu les choses comme ça, mais oui, très clairement. Euh, Moi, j'étais quand même plutôt sur Vinicius, parce que je pense que Vinicius va être dans la continuité vraiment de ces 2, 3 dernières saisons et qui va encore, dès qu'il va enclencher, dès qu'il va démarrer sa saison, je pense qu'il sera à nouveau inarrêtable. Et je pense que ça passera par lui, notamment pour aller gagner les titres, même si
c'est vrai que l'argument d'aspect défensif, le chantier, le déséquilibre qu'on peut constater, ouais, forcément, ça engendre des occasions générées par les adversaires et donc le besoin d'avoir un grand dernier rempart. Donc, effectivement, Courtois, quoi qu'il arrive, Ça se tient. ça c'est très cohérent. Effectivement, il faudra un très grand Courtois et peut-être même un plus grand Courtois encore qu'un grand Vinicius cette saison parce qu'offensivement, on a les armes, on les a. Dites-nous aussi votre homme de la saison, qui sera pour vous l'homme de la saison côté Real. Euh, Allez, encore deux petites questions. Avec les performances récentes de Brahim Diaz, pensez-vous qu'il pourra devenir un titulaire régulier dans l'équipe malgré la concurrence, demande Nour Ali. On en a déjà parlé, on l'a déjà évoqué. Je crois qu'avec son but hier, parce qu'il donne la victoire contre le Lesotho avec le Maroc à la 93e en rentrant en cours de jeu, Joli il est but. à un but toutes les 54 minutes cette saison, ce qui est énorme, hein. Je pense que c'est certainement même le meilleur rendement parmi les joueurs du Real. Mais voilà, Brahim Diaz, le constat, il est là. Joueur qu'on adore, qui est très punchy, qui est techniquement très, très, très adroit, qui est intelligent dans le jeu. Mais bien souvent, il a cet effet super sub où quand il rentre, il est incroyable et quand il est titulaire, il l'est moins. Donc devenir un titulaire du Real, en tous les cas cette saison, avec la concurrence qu'il y a, non, j'y crois pas du tout, perso. Mm, mm. Ouais, moi non plus. Je pense que, après, bon, je pense qu'il est encore un peu tôt peut-être pour le mettre dans la catégorie des super subs et rien de plus, mais je pense, parce que je pense qu'il peut, évidemment qu'il peut être aussi très bon en étant titulaire, c'est pas le problème. Puis de toute façon, il va être titulaire assez souvent quand même hein, cette saison. Là, avec, là, à partir de la semaine prochaine, ça va jouer tous les 3 jours, de trêve international entre deux. Enfin bref, le rythme va être fou et donc forcément, Brahim Diaz va avoir des titularisations et du temps de jeu en entrant en cours de match. Mais ouais, la concurrence, ça va être compliqué parce qu'il n'a pas le statut, il a pas le statut. Et puis en plus, on voit tellement son impact. Son impact est tellement fort quand il entre en cours de match que, que limite s'en priver, ce serait dommage en fait. Et je pense que c'est pas que ça lui fait défaut en fait, mais son impact en sortie de banc est trop énorme. Ça change tout sur une fin de match et Carlo Ancelotti va continuer à l'utiliser comme ça sur les gros matchs, à n'en pas douter. Dernière question. Est-ce que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid, nous demande Amir. La Alors question moi, je suis, épineuse. alors c'est compliqué parce que Ah, c'est dur. moi, je déteste comparer les époques. Je déteste comparer les époques. En revanche, oui, j'ai vu beaucoup de joueurs, beaucoup de légendes. Je suis un fan de Raoul et pour moi, c'est mon idole à tout jamais et ça reste le numéro un dans ma tête. Mais oui, je pense que Cristiano Ronaldo est celui qui a le plus marqué l'histoire du Real Madrid, à mon sens. Même si encore une fois, je suis pas fan, j'ai pas connu Di Stefano en son temps, j'ai pas connu Copa, j'ai pas connu Puskás, j'ai très très peu vu Sanchez fils. Enfin voilà, on a connu des légendes, il y a des postes différents, il y a des époques différentes. C'est ultra ultra compliqué à, je trouve que c'est très très compliqué à comparer en tous les cas, mais oui, je pense que pour une grande majorité, en tout cas, Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur de l'histoire du Real, et c'est assez légitime d'ailleurs. Oui. Bah, de toute façon, si on parle vraiment de joueurs purs en l'état, enfin, oui, je pense que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur qui a porté les couleurs du Real Madrid, ou plutôt, en tout cas, celui qui a eu les meilleures performances sur le maillot du Real Madrid, à n'en pas douter. Enfin, ses stats sont absolument hallucinantes. Puis pour le coup, lui, il a vraiment relancé un Real Madrid qui était à la peine. Enfin, il a contribué en tout cas, mais c'est lui clairement le leader de ce projet qui a permis tous ses succès lors de la dernière décennie au Real Madrid. Mais après, ouais, comme tu dis, c'est très compliqué de comparer les époques. Parce que le vrai débat, je pense, qui existe, c'est avec Di Stefano surtout. Di Stefano, nous, on n'en a pas vu une miette en réel, donc comment comparer? Après, c'est aussi ce que tu entends vraiment en tant que enfin, tous les critères que tu entres en ligne de compte. Est-ce que tu tiens compte aussi, genre avec Raoul, il y a aussi l'icône et ce qui dégage à Madrid, au Real Madrid, l'inspiration pour la Cantera. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de critères qui peuvent entrer en ligne de compte, mais quoi qu'il arrive, oui, je pense que Cristiano Ronaldo, meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid, je pense qu'on peut répondre oui à cette question. Mais même en termes de poste, tu vois, c'est compliqué parce que en quoi Sergio Ramos pourrait le concurrencer? Il peut pas mettre autant de buts, tu vois, mais par contre, derrière,
C'est L'impact. incroyable. C'est 2 buts en finale de Ligue des Champions, c'est 5 buts en demi-finale de Ligue des Champions. C'est un central, c'est plus de 100 buts. C'est pareil. En fait, c'est très, très compliqué. Dans l'absolu, oui, évidemment. Cristiano Ronaldo, je me remettais quelques, quelques buts il y a pas si longtemps d'ailleurs, il y a une semaine. Il a fait des choses incroyables. Donc oui, évidemment, c'est à lui qu'on va penser en numéro 1, mais c'est très, très subjectif tout ça et très dur à comparer. Donc pareil, chacun aura sa sensibilité, mais à coup sûr, il fait partie des immenses, immenses, immenses légendes. Et il est forcément dans un top 5, top 3, top 1 pour la plupart des supporters. C'est clair. C'est clair. Bon, je pense qu'on a fait, enfin, c'est sûr, on a fait le tour pour cette petite FAQ. Une bonne petite demi-heure quand même de vidéo. Merci Rota, merci à tous pour vos questions. Merci Tam. On refera ce type de vidéo, je pense, très prochainement, sans doute sur la prochaine trêve internationale. Comme ça, on a un peu de quoi s'occuper sans foncer sur les ragots, entre guillemets. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous, puis on se retrouve très très vite sur Alphonse parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent. Allez, ciao. Ciao.